Ça tourne. Action. En décembre 2011, la Cinémathèque française rendait pour la première fois hommage au cinéma de l'outre-mer, plus de 40 ans après sa naissance. Ce cinéma reste encore trop cantonné dans les festivals et trop méconnu dans l'Hexagone où on ne lui réserve que peu de visibilité. Or, il possède une vraie richesse, une vraie vitalité, et c'est une authentique page du cinéma français. Il n'y a pas de raison de pénaliser les jeunes cinéastes des Outre-mer parce qu'eux aussi ont envie de faire des longs métrages et le cinéma français a besoin de ces longs métrages. De la Guadeloupe à la Martinique en passant par la Guyane et Paris, c'est à un véritable voyage dans le cinéma de l'outre-mer que ce film vous convie. Quelle est la spécificité de ce cinéma? Quels en sont les enjeux? C'est pour répondre à ces questions que nous sommes partis à la rencontre des femmes et des hommes qui le font. Mais d'abord, retour sur le passé. C'est en 1968 que tout a commencé. Le cinéma de l'outre-mer est né comme le mouvement de la négritude, en fin de compte. Non, moi c'est aux Anges Silou qui fait, c'est journaliste cinéma tiers-monde. Il a trois pères. Il a le Guadeloupéen Christian Lara, avec Lorsque l'herbe. C'est un court-métrage avec Marlène Jobert sur le retour à la terre. C'était mai 68, c'était tout le monde à l'usine, on abandonne les facs, on part dans le Larzac, on va élever les moutons. Lui, il n'était pas différent des autres Français. Il y a Jacques Ferly, qui est aussi guadeloupéen, avec Chronique d'un retour sur le mal-être d'un Antillais qui est en métropole, qui décide de rentrer chez lui, et ça se passe pas très bien. Et on a Gabriel Glissant, qui est à la fois martiniquais, guadeloupéen, guyanais, qui fait le pion, qu'il fait à sa sortie de l'IDEC. Donc, ils ont convergé en même temps. Et moi, je trouve ça très symbolique, parce que les esclaves, quand ils faisaient à manger, ici, leur fourneau, ils prenaient trois pierres. Ils prenaient trois pierres, qui juste ça posaient comme ça, qui faisaient un triangle équilatéral, et ils posaient dessus leur marmite. Et moi, je trouve que c'est très symbolique que le cinéma naisse comme ça, chez nous, avec trois paires, comme trois roches, pour faire cuire, pour faire mijoter la culture de notre image. Coco la fleur Candida sort en salle en 1978. C'est le premier long-métrage de fiction antillais. Sur fond de manipulation politique et de campagne électorale, Christian Lara y dénonce la politique de l'État français. Mais il filme aussi la réalité de la Guadeloupe d'alors d'une manière quasi documentaire. Surtout lorsque le candidat du peuple, incarné par Robert Liensol, part à la rencontre des gens. Ça a été une espèce de révolution dans la tête des gens. Moi, je n'ai jamais vu ça. À Paris, on allait dans les salles, et c'était un plaisir pour nous. On allait dans les salles de cinéma rien que pour entendre les Antillais. Et subitement, les Antillais disent, mais merde alors, on a une langue, elle est à nous, et on peut faire des films, on peut nous voir. Je connais machin, je connais l'endroit où le film a été tourné, mais ce qu'il dit là, c'est vrai, j'ai vécu ça. Et donc, les gens se sont emparés du film comme un outil pour asseoir leur identité antillaise. En 1979, le film Oh Madiana de Constant Gros-Dubois est sélectionné à Cannes. Il reste jusqu'à aujourd'hui le seul film de l'outre-mer à avoir été sélectionné à ce festival. Il met en image une épopée de jeunes Antillais qui sont victimes du racisme dans la quête d'un logement. Et quand on projette le film en 2012, tout le monde vient nous dire mais c'est une réalité d'aujourd'hui que le film est en train de raconter. C'est ça qui est intéressant dans le film. Et dans la plupart des films qui ont été réalisés à cette époque, ce qui me touche beaucoup, c'est l'intemporalité du propos. 1983 est une année clé. La sortie de Rue Cazenègre, un événement. La toute jeune cinéaste, Eusanne Palsy, nous plonge dans la Martinique coloniale des années 30 et révèle ainsi au monde entier le cinéma antillais. Le film rassemblera près d'1,5 million de spectateurs en France et rencontrera un grand succès dans de nombreux pays.
Ce n'est pas du tout un film carte postale, doudouiste, ce n'est pas du tout ça. C'est un film d'amour, un film d'une dimension universelle. Et je crois que, comme le disait très justement l'auteur du roman qui a assisté à plusieurs scènes, à plusieurs tournages, il disait que je crois que nous allons apporter quelque chose au cinéma. C'est très prétentieux peut-être, mais je le crois effectivement. Action! Aujourd'hui, devenu un classique du cinéma français, il est désormais enseigné dans les collèges. Jesner, dépêche-toi! Celle qui joue l'inoubliable grand-mère, Mantine, Darling Legitimus, ne se doute pas alors que quelques mois plus tard, elle sera récompensée à Venise par le prix d'interprétation. J'ai tourné de très grands rôles à droite, à gauche, partout. Mais quand vous venez dans votre terroir, comme vous dites, avec un film si merveilleux, je ne fais pas de compliments, si merveilleux, vous êtes toute bouleversée à quelque chose on ne peut pas analyser. Ocasenegh est en quelque sorte un hommage à la Martinique profonde. Comme je disais tout à l'heure, 90% des Antillais ont vécu ce que Zobel et les personnages de Zobel ont vécu. Feignant. Ta grand-mère croit peut-être qu'un jour tu seras fonctionnaire. Tu n'as pas honte? Ça me dit bonne paye comme les bonnes personnes, bête quéquette, venons regarder le bec sec. Mettez madame, faut tomber avec moi. Moi, je veux travailler aussi. Tous les enfants travaillent sauf moi. Petit misérable, tu voudrais que je te fiche dans la canne toi aussi, comme tous ces nègres sans orgueil qui foutent leurs enfants dans les mêmes malheurs. En 1987, sort La vieille quimboiseuse et le majordome. Julius Amédée Lahoux y met en scène le face-à-face de ces deux monstres sacrés qu'étaient Génie Alpha et Robert Liensol. Ces deux vieilles personnes arrivent à la fin de leur vie et décident de se dire la vérité, de se parler. C'est une relation amour-haine, comme on trouve chez les vieux couples, qui se disputent en permanence, qui s'insultent, mais qui ne peuvent pas vivre l'un sans l'autre. Je vais te faire un quimbois. J'aurais dû te le faire depuis longtemps déjà. Il y a longtemps déjà que j'aurais dû me débarrasser de toi. Longtemps déjà. Depuis longtemps déjà. Robert Liensol, c'est quelqu'un qui était d'une grande intégrité, d'un grand respect de ce qu'il était et, quand il jouait, de ce qu'il pouvait véhiculer par rapport à sa population. Dans mon ouvrage sur le cinéma antillais, je dis Robert Liensol, un comédien au-dessus de tout débat. Et moi, je dis que si ces jeunes comédiens aujourd'hui peuvent travailler avec plus de facilité, c'est parce que Robert Liensol a été un comédien. Avec Antilles-sur-Seine, sorti en 2000, Pascal Légitimus inaugure un nouveau genre pour le cinéma afro-antillais, la comédie. Sur fond d'une sombre affaire immobilière et d'un kidnapping, il réunit pour la première fois une pléiade d'acteurs de la diaspora. Son père, Théo Légitimus, participe à l'aventure. Mais il y a aussi Medondo, Luc Saint-Éloi, Greg Germain, Thierry Desroses et Édouard Montout, ainsi que Jacques et Jean-Michel Martial. En accueillant Melvin Van Peebles en guest star, Légitimus fait aussi une sorte de clin d'œil au cinéma noir américain de la grande époque. Je n'aimerais pas collaborer avec des mafieux. Pense à ta femme. Tous ensemble, on peut t'aider. On est une force maintenant. Et j'ai une idée. Comment s'appelle-t-elle cette idée? À combien estimes-tu le nombre d'Antillais en France? Je ne sais pas, je connais pas les derniers recensements. Je dirais 200 000, peut-être un peu plus. 800 000. Tu as bien entendu? 800 000. Et dans quel secteur opère-t-il? Facile à imaginer, quand un blanc refuse le travail, on a la priorité de l'emploi. Voirie, hôpitaux. EDF, GDF, Télécom, PTT. RATP, infirmière, sécurité sociale. Aide-soignant, administration et mairie de Paris, là. Évidemment. Si tous ces gens-là arrêtent de travailler, la France est bloquée. Le genre historique est l'un des grands courants qui traverse le cinéma afro-antillais.
L'un de ses principaux tenants est Christian Lara. Avec un film comme 1802, l'épopée guadeloupéenne, il évoque la résistance du colonel Louis Delgrès aux troupes napoléoniennes. Il y a aussi Guy Deslauriers. Son film Alicaire revient sur l'histoire de ce journaliste militant communiste mystérieusement assassiné dans la Martinique des années 30. Enfin, plus récemment, on peut citer Toussaint Louverture, le libérateur d'Haïti, réalisé par Philippe Niang. En réhabilitant de grandes figures noires emblématiques, ces films restaurent des pans entiers d'histoire occultés par les manuels scolaires. S'ils explorent le passé en dénonçant l'esclavage, comme dans Tropiques amers, tous ces films ont le même but, décoloniser les regards et les imaginaires. Ils affirment et revendiquent tous, haut et fort, une identité multiple, noire, française, créole et caribéenne. Nous sommes au confluent des trois fleuves, comme dit si bien Léon Gontran de Damas, et notre chance et notre malheur, c'est que nous sommes à la fois les héritiers des maîtres et les héritiers des esclaves, donc nous devons vivre avec tout ça, et c'est ça la spécificité de la Caraïbe. C'est comme nous sommes l'univers, comme dit Derek Walcott. À partir d'autant de violence, on a quand même réussi à créer une langue. On a quand même réussi à créer un front musical, une culture, un imaginaire. Donc, je veux dire, l'antillanité, je ne veux pas le définir. C'est une réalité. C'est quelque chose qu'on peut voir, qu'on peut palper au quotidien. Le début des années 2000 est un vrai tournant avec l'arrivée d'une nouvelle génération de réalisateurs. Ce sont les Guadeloupéens Christian Grandmont et Jean-Claude Barny, le Martiniquais Lucien Jean-Baptiste et le Guyanais Marc Barra. Ils nous proposent de nouvelles visions sur la société antillo-guyanaise. Ils offrent aussi une visibilité plus large au cinéma de l'outre-mer. C'est le film de Christian Grandmont, Tête grainée, qui inaugure le cycle en 2001. Loin des clichés et stéréotypes de la Caraïbe, Grandmont y décrit la Guadeloupe d'aujourd'hui à travers le destin d'une famille de sans-abri dans les faubourgs de Pointe-à-Pitre. Tête grainée, c'est le nom de cette friche où ils ont élu domicile dans un baraquement composé de vieux bus. Une tragédie moderne portée par un véritable quatuor d'acteurs. Vous n'avez pas commencé à débarrasser vos saletés? Je vous avais dit que c'était en cours, ces élèves. Comment voulez-vous qu'on arrive à s'en sortir? Les bus, ils roulent pas et il y a toutes nos affaires dedans. Ça, c'est problème à autres. Pour moi, il n'y a au moins pas de tête incident. Alors, c'est simple. Soit vous déguerpissez les lieux tout de suite, soit j'appelle la police. Mais écoutez, paye. Ça, c'est pour vous. On les a juste cueillis ce matin. Soyons sérieux. Je me fous de vos 3 pieds de tomates et de vos feuilles de salade. C'est au supermarché que je fais construire. Mais pourquoi on va faire exploitation agricole? Buter à nous la garette et d'aïtaïo, ou qu'on va buter à yo. Ou qu'on comprend dans vos répétitions, moi, joue sans France, fais études, puis retourner ici, faire n'importe qui bité. Mais gars, ça, gagne avec moi. Tête à moi, tête à fille à moi, quelqu'un y passe, faut dire moi. Ça, on dit derrière moi. Vous n'avez qu'à demander un rangement à la mairie. Déjà, essayez-vous de faire de l'élevage dans des cages à béton en plein carême. Vous devriez me remercier de ne pas vous envoyer le contrôleur de la DAS. Allez savoir ce qui se passe ici. Après la périphérie de la ville, notre prochaine étape, c'est le plein centre de Pointe-à-Pitre. Je m'appelle Jean-Claude Barny, je suis réalisateur, j'habite en Guadeloupe depuis plus de 10 ans. J'ai fait entre autres Negmaron et Tropiques amers. Et actuellement, je prépare mon prochain long-métrage, Le Gang des Antillais. La place de la Victoire est un endroit qui lui tient particulièrement à cœur. Alors cette place est liée affectivement à mes grands-parents. Parce que quand je suis arrivé en Guadeloupe, j'étais chez eux. Et c'est vrai, depuis l'âge de 3, 4 ans, enfin, et puis évidemment plus vieux, ma grand-mère nous emmenait souvent sur cette place parce qu'il y avait une vraie... Enfin, c'était un lieu de rencontre et aussi de partage. Et puis il y a le cinéma, la Renaissance.
Et là, il y avait autour de la Renaissance, il y avait beaucoup de vendeuses, de sorbets, de pistaches. Et Silex, tu te rappelles quand je venais en vacances ici? Hein? Et que ma grand-mère, elle nous amenait au cinéma? Ouais. C'était yes, hein? Donc pour moi, ça reste aussi à la fin des corps, mais aussi un vrai point historique, parce qu'elle a plus de je crois, de 200 ans. Et donc elle a vu plusieurs générations d'enfants passer. Silex, faut que tu mettes dans ta tête qu'ici, il n'y a rien pour des gens comme nous. Hein. J'en ai marre de ma mère, marre de mon père. Je veux être libre. En 2005, il réalise Negmaron, un film dans lequel toute une génération de jeunes Antillais s'est reconnue. Il le définit lui-même comme un film choral. Alors pourquoi je définis Negmaron comme un film choral? Parce qu'en fin de compte, ce sont des trajectoires de personnages différents. Ils sont des personnages qui sont des objectifs de survie et qui fatalement se croisent et qui n'arrivent pas frontalement à se parler. Et c'est vrai que je voulais, moi, faire une sorte de graduation de tout ce que j'ai pu connaître autour de moi, des parents, des grands-parents, de toutes les difficultés sur lesquelles nous, aujourd'hui, en tant qu'Antillais, on se positionne et qu'on n'avait pas forcément les réponses. T'as trouvé? Non, j'ai pas encore trouvé. C'est bon, Silex, je l'ai. En noir. Josué, viens voir. Là, te négrier. C'est à cause de nos fucking ancêtres si nos parents souffert comme ça. J'ai été éduqué à un cinéma d'engagement. Et en contrepartie, j'allais au cinéma voir des films beaucoup plus grand public. Donc il y a toujours ce contrebalancement de cinéma d'auteur du ciné-club et ce cinéma grand public qu'on pouvait voir avec les Bruce Lee et les films de Sergio Leone. Moi, il y a un film qui m'a marqué, qui est un film de Dino Risi qui s'appelle Le Pigeon, qui pour moi est la référence vraiment à la fois du film hilarant et aussi d'un contexte social désœuvrant. Donc c'est vraiment le film parfait parce qu'à la fois il raconte la misère des Italiens du Nord. C'est vraiment le cercle ouvrier où il y a plus d'espoir. Et puis il monte un coup sordide de cambriolage qui tourne un peu au vinaigre et tout le long du film c'est vraiment que des catastrophes et des quiproquos. Et je trouve que ce cinéma-là il me parle bien. Aujourd'hui, Jean-Claude Barny prépare son prochain long-métrage, Le Gang des Antillais. Un film librement inspiré du livre autobiographique de Loïc Léry. Il y décrit le parcours de jeunes Antillais arrivés en métropole dans les années 70 qui y braquaient des bureaux de poste. Un véritable thriller dans le contexte politique de ces années-là. C'est le bimidum pour nous, l'arrivée des Guyanais, des Martiniquais, des Guadeloupéens sur le sol français pour accéder à tous ces postes subalternes. C'était ce qu'on appelle le temps du balai. Et ils se mettent à braquer des postes par idéologie, parce qu'il y a un engagement fort à l'époque qui dit que voilà, aujourd'hui, il faut peut-être passer par les armes pour se faire entendre. Pour moi, c'est une vraie œuvre, en tout cas sur ces années-là, parce qu'il explore beaucoup dans l'intériorité de notre communauté et aussi dans la population française. Pour son casting, c'est une véritable troupe que Jean-Claude Barny a souhaité réunir. Il nous a confié les toutes premières images des essais. Ne touche pas, tu bouges pas, tu la touches pas, ferme ici. Difficile, mais faisable. Violent, vous volez des gens, vous attaquez des gens et vous volez des millions. Les allers-retours entre Fort-de-France, Pointe-à-Pitre, Cayenne et Paris sont fréquents pour nos interlocuteurs. Rendez-vous donc de l'autre côté de l'Atlantique. Bon, bonjour, moi c'est Lucien Jean-Baptiste. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Je suis surtout comédien et je réalise mes films quand ils me sortent des tripes, voilà, tout simplement. Ça fait une dizaine d'années que je fais ce métier, je suis assez content. La Première Étoile a bien éclairé mon avenir cinématographique. 30 degrés couleur a donné de la hauteur à ce futur cinématographique. Et puis maintenant, c'est à suivre. J'espère qu'on va continuer ce beau combat pour éviter les AOC. Alors qu'est-ce que c'est les AOC? Ce sont les appellations d'origine contrôlée. C'est-à-dire que moi, j'en ai marre des sobriquets, des diversités visibles, des minorités, machin, tout ça. Voilà, je suis Lulu. Et puis, j'espère que demain, on m'appellera par mon prénom et non pas par ma couleur. Ciao, peace force, fight the power that be. Lucien Jean-Baptiste est à la fois acteur, réalisateur et scénariste.
Son dernier film, 30 degrés couleur, est sorti en 2012. Quel a été le déclic à l'origine du film ? Cette histoire, en fait, le point de départ, c'est ma mère qui me dit un jour « Mon fils ne m'enterre jamais à la Martinique ». Donc c'est assez violent. Je ne veux pas être enterrée ici, mais à Paris. La deuxième chose, c'est qu'elle me dit « Vous êtes tous ici, mes enfants, et il y aura personne, si on m'enterre en Martinique, il y aura personne pour venir arroser ma tombe, les fleurs qui seront sur ma tombe. » C'est évidemment le registre de la comédie que Lucien Jean-Baptiste a choisi pour évoquer le déchirement entre ceux qui partent et ceux qui restent. Oh, ça va, couille de loup, on rigole. Et arrête de m'appeler comme ça. Moi, je suis arrivé en France à l'âge de 3 ans. J'ai joué, entre guillemets, la carte blanche. Et puis, vous arrivez vers 20 ans, enfin bref, vous grandissez ici, puis tout le temps, on vous renvoie, du fait de votre couleur, à vos origines. Oui, tu viens d'où, machin, nanan, etc. De quel pays d'Afrique tu es. Ah oui, mais tiens, dis donc, tes parents, ils sont quoi? Mes parents, ils sont morts. Et donc, forcément, vous faites un retour au pays, et là, on vous dit, mais t'es un petit Français, t'es un petit Blanc. Donc, j'ai trouvé qu'il y avait voilà, la base pour raconter, justement, les conséquences de l'exil, ces fameux exils de tous ces gens. Excusez-moi, excusez-moi. Est-ce que vous pourriez parler moins fort? Je ne dis pas que celui qui est parti est mieux que celui qui est resté. Il y a aussi des problèmes pour ceux qui restent. Et c'est ce qu'on met dans le film, c'est-à-dire un personnage comme Zamba, c'est celui qui est resté. Et à travers lui, on voit la problématique. T'es qui pour me donner des leçons, Patrick? Tu vis dans tes costumes, mais en dessous, tu seras toujours un nègre. Évidemment, cette quête identitaire se fait dans la souffrance. C'est pour ça que le film est un peu plus âpre, un peu plus dur que La Première Étoile, si on doit comparer ces films, parce qu'il y a une vraie douleur, et cette douleur et cette souffrance, je pense que tous les gens qui sont dans l'exil, dans le mouvement, eh bien, souffrent de ça. Je savais que tu reviendrais. Mais quand tu es parti, j'ai pleuré. Mais bon, couille de loup est de retour. C'est dans un tout autre décor que se déroule La Première Étoile. L'histoire d'un père de famille chômeur qui part au ski avec ses 3 enfants et sa mère, incarnée par Firmin Richard. En 2009, son humour et sa tendresse ont cartonné au box-office. 1 700 000 entrées. Pourquoi on ne va jamais au ski, non? Parce que c'est très cher, la montagne. Et comme papa travaille pas beaucoup en ce moment... Feignant, vagabond. Bon à rien. Je m'avais raconté son histoire, il a trouvé ça drôle, parce que les femmes comme la mère de Lucien Jean-Baptiste, j'en ai connu beaucoup aussi. Ma mère est arrivée dans les années 60, en même temps que la mère de Lucien Jean-Baptiste. Donc ce sont des femmes courage qui sont là, qui ont envie que leurs enfants aient une meilleure vie. Et pourquoi on partirait pour ski, justement? C'était une comédie sociale. Alors, une semaine de bouffe, 300 €. Équipement, 400 €, forfait. Les skis, les bâtons et les chaussures. Au ski. C'est pas une caricature, c'est pas stéréotypé du tout, et je pense que nous parlons de nos travers tels que nous sommes. Bonjour. Bonjour. C'est pour la location. René ne m'avait pas dit que vous étiez 5. Un homme noir en noir la nuit, c'est plus difficile à retrouver qu'un homme blanc en blanc le jour. Sauf si votre blanc est dans la neige, monsieur. Les enfants, c'est papa. Notre prochain invité partage son temps entre la Guyane et ses grandes forêts primaires, son oxygène à lui, et Paris pour son métier. Il nous a donné rendez-vous ici, dans un lieu qu'il apprécie particulièrement. Marc Barra, réalisateur guyanais, après un parcours d'assistant, donc je fais 14 courts-métrages, et puis dernièrement mon premier long-métrage Orpailleur, tourné en Guyane. Alors pourquoi ce lieu au bord de la Seine, le bateau phare? Comme son nom l'indique, il s'agit d'un phare, donc j'aime bien cette idée d'alerte, de lumière qu'on met un peu sur un danger. Et c'est ce que j'ai un peu voulu faire avec mon film, en mettant la lumière sur l'orpaillage clandestin. Et voilà, pour montrer un peu ce problème, ce fléau au grand public. Et puis aussi l'idée du bateau, le voyage, puisque je suis toujours entre Paris et la Guyane, donc sur l'Atlantique. En 2010, Marc Barra tourne Orpailleur, le premier long-métrage de fiction réalisé par un Guyanais. Dans ce film, dont l'action se déroule au cœur de la forêt amazonienne, il utilise tous les codes du film d'aventure pour dénoncer l'orpaillage clandestin, toujours d'actualité, hélas. Un film sur la fièvre de l'or et la folie des hommes. Je voulais traiter de la question de l'orpaillage, mais à travers une histoire de quête identitaire,
puisque ce personnage était blessé affectivement, puisqu'il a perdu ses repères et donc identité, à cause de l'or. Donc on a 2 parcours comme ça dans le film, pendant que lui se réenracine, au sens figuré, au sens propre aussi. Qu'est-ce qu'on fout là? Prends des vacances, mon pote. T'es resté jusqu'à quel âge ici? Jusqu'à 7 ans. À travers son histoire familiale, c'est l'histoire de son frère. T'es venu pourquoi? Il n'y a plus rien ici. Seulement les fantômes. Mais c'est toi, ça. Myrto et Rodrigue Cerda. C'est mon frère et je sais à peine qui c'est, ce mec. Il a son copain parisien qui est venu avec lui, qui lui n'a aucune attache et donc qui va se faire en fait emporter par une autre quête, qui est la quête de l'or. C'est de l'or, ça? De l'or pur de Guyane. Beaucoup d'or ici. Apounou âgé. Ça veut dire il faut agir. Ça cache de la forêt par les chercheurs d'or. On a d'abord une histoire familiale où on rentre vraiment dans le pays, on est plus avec le personnage principal, et puis le film bascule à partir du moment où le personnage secondaire, le copain parisien, fait cette bêtise avec les orpailleurs. J'ai une surprise pour toi. Au-delà de mettre en avant la défense de l'environnement guyanais, c'est l'Amazonie dans son ensemble et la forêt primaire dans son ensemble. Rien qu'en Guyane, vous avez 1000 espèces d'arbres recensées déjà, d'essences rares. C'est un réservoir de biodiversité incroyable. Saccager ce patrimoine-là, c'est pas possible. En 2009 sort Étoiles, un film ovni à la frontière entre fiction et documentaire. Un film d'une immense poésie. Ce conte moderne retrace l'histoire de Robert Saint-Rose, un Martiniquais qui, dans les années 70, se lance dans un projet insensé, être le premier Français dans l'espace. Rencontre avec son réalisateur. Mon nom est écrit là. J'aime pas parler de moi. J'aime raconter des histoires, avec des images qui bougent ou pas forcément. Touche à tout de talent, à la fois graphiste, photographe, réalisateur, il revient pour nous sur le point de départ de cette aventure hors norme. J'étais parti en repérage sur un documentaire sur les combats de coqs. On m'a aiguillé en fait sur un monsieur qui est propriétaire en fait de coqs de combat, qui en a élevé, etc. J'ai sympathisé avec cette personne et un soir il me dit bah, écoute, je vais te présenter mes coqs de combat. Donc on va dans son poulailler et là il me dit bah, là c'est Gagarine, ça c'est Armstrong, ça c'est Ariane. Et je lui demande mais pourquoi tous vos coqs ont des noms d'astronautes? Il me dit comme si c'était évident, mais c'est en hommage à mon frère. Robert Saint-Rose, qui aurait dû être le premier Français, le premier Martiniquais dans l'espace. Et une semaine après, en fait, il me renvoyait des coupures de presse et puis des bouts de films super geeks. J'ai visionné, j'ai regardé tout ça, et puis j'ai commencé à travailler là-dessus. À travers archives, témoignages, Gilles et Lydie Kozak reconstituent l'incroyable histoire de Robert Saint-Rose. Saint-Rose? La famille Saint-Rose, oui, mais Robert Saint-Rose, non. Alors là, j'ai jamais entendu parler. Non, ça me dit rien, apparemment. Non. Excusez-moi, chérie. J'ai entendu parler, mais je m'y connais pas. Parfois, on utilise en fait le terme documenteur. J'aime pas cette idée parce que dans documentaire, il y a menteur. Et mon idée n'est pas de mentir aux gens et je ne mens pas aux gens. Ça, c'est l'appareil que mon frère m'avait acheté pour filmer son vaisseau, pour le déroulement de l'opération. J'espère qu'on apprend quelque chose sur la Martinique au milieu des années 70, sur Aimé Césaire, etc. Ici la terre, allô, commandant. Allô, commandant étoile, vous entendez? Ici la terre est sous captain des Il y a quelque chose que je n'avais pas prémédité, mais il y a quelque chose en fait d'assez universel dans ce film. Et vraiment, quelles que soient en fait les cultures et la langue, il fonctionne exactement de la même manière. Robert Saint-Rose, c'est un exemple pour les jeunes. Parce qu'à partir du moment où quelqu'un a une conviction qui n'est pas tournée vers lui-même, mais qui est au service des autres, ah ben cette conviction-là, elle est noble. On a besoin de Robert Saint-Rose. C'est-à-dire qu'on a besoin de rêve. Voilà. On a besoin de sortir en fait du prosaïque de la vie de tous les jours. On a besoin de regarder le ciel, on a besoin de regarder les étoiles.
Le public d'outre-mer est très friand de cinéma. C'est, après la télévision, le premier loisir culturel. La fréquentation locale est même au-dessus de la moyenne nationale. Traditionnellement, dans le cinéma, exploitation, distribution et production des films sont liés. Ce sont les recettes des entrées en salle qui permettent la production des films futurs. Le montage d'un film ultramarin est-il différent de celui d'un projet hexagonal? Quelles sont ses spécificités? Y a-t-il de réels freins à la production d'un film en outre-mer? C'est vrai que, de toute façon, il y a une difficulté intrinsèque au fait de tourner en outre-mer, c'est que ça coûte cher. Ça coûte cher parce que c'est bien pour... D'ailleurs, il y a eu tous ces mouvements de politique qui sont très fondés. La vie en Martinique et la Guadeloupe coûte 30% plus cher. Voilà, vous achetez une bouteille d'eau, des yaourts, n'importe quoi, ça coûte beaucoup plus cher. S'ajoute à ça, pour un tournage, qu'il faut y aller. Quand on a des billets d'avion à 650 € et qu'on a un comédien qui vient 4 jours, puis après une autre fois, voilà, ça coûte très cher quoi, en déplacement. Il faut partir du principe qu'il y a un handicap financier et on ne va pas s'arrêter de tourner des films là-bas, de parler d'eux, de parler de nous donc, parce que c'est une partie intégrante de la France, parce que ça coûte plus cher. Devant les enjeux de Tropiques amers, la première grande série sur l'esclavage produite et réalisée en France, et les difficultés rencontrées pendant le tournage, les collectivités territoriales décident d'entrer dans le jeu et d'apporter un appui financier. J'étais très soutenue dès le départ par le Conseil régional de Martinique et de Guadeloupe. Et alors, j'ai été reçue au début, d'ailleurs, plutôt mal, parce qu'ils m'ont dit « mais qu'est-ce qu'une grande blanche comme vous va raconter notre histoire ?» Et en fait, face à ma détermination et à je dirais l'intransigeance du projet, son authenticité, j'ai été vraiment soutenue. C'est d'ailleurs eux qui m'ont sauvée à la fin, parce qu'il me manquait de l'argent pour finir le film. En 2005, en accord avec le CNC, le Centre national du cinéma, la Guadeloupe crée le premier fonds régional d'aide à la production. Il en existe un aujourd'hui aussi en Martinique. Leur objectif, financer et faciliter la production sur le territoire et développer l'industrie du cinéma dans la région. On est passé d'un stade de subvention à un stade de réellement d'investissement avec des retours sur investissement. Aujourd'hui, la collectivité régionale investit environ 2 millions d'euros sur le cinéma en Guadeloupe par année, tout confondu. Mais c'est énorme, c'est plus que Languedoc-Roussillon, c'est plus que Champagne-Ardenne, c'est plus que beaucoup de régions françaises. Nous, en Guadeloupe, je veux dire, on a une institution qui nous a permis d'avoir au moins une amorce de financement. C'est-à-dire c'est déjà un début. Mais ce n'est pas suffisant. C'est-à-dire qu'on a, on va dire, entre guillemets, 50% du financement ici. Mais il faut trouver les 50%. Donc, un diffuseur qui joue le jeu, des privés qui acceptent de jouer le jeu. Ici, il n'y a pas de Sofica, il n'y a pas de... Des choses vraiment qui commencent à mettre en place. Un truc tout simple. Il y a la TSA, elle n'existe pas en Guadeloupe. Ça, c'est déjà quelque chose qui... une aberration. La TSA. C'est une taxe de 11% environ prélevée sur chaque billet vendu en salle. Collectée par le CNC, elle est ensuite redistribuée sous forme d'aide à toute la profession. C'est un levier de financement essentiel pour tout le cinéma français. Alors que cette taxe sur le prix des entrées est appliquée dans tout l'Hexagone depuis 1948, elle ne l'est pas en Outre-mer. Cela pénalise lourdement auteurs et producteurs ultramarins. Le fonds de soutien automatique permettrait à des réalisateurs auteurs ultramarins, si la taxe était payée là-bas, d'avoir sur leur compte des sommes assez importantes pour pouvoir mettre en production le projet d'après. Pour l'ensemble des professionnels du secteur, la TSA est aujourd'hui un enjeu essentiel. Les fonds collectés permettraient non seulement la rénovation et la création de salles, mais viendraient également redynamiser la production locale. Elle permettrait aussi, enfin, de traiter les cinémas ultramarins à égalité avec le cinéma hexagonal. Tant que cette taxe n'est pas appliquée, on ne risque pas d'avoir des producteurs locaux qui vont développer des films et créer un vrai public guadeloupéen autour des films d'auteurs guadeloupéens, comme ça existe en France, comme ça existe dans tous les pays. La Guadeloupe et les Antilles ont suivi la même évolution qu'ailleurs. Le cinéma de proximité a disparu au profit de multiplexes concentrés dans les grands centres urbains. C'est pour pallier à cela que Ciné Woulé a été créé. Sa devise, si tu ne vas pas au cinéma, le cinéma viendra à toi. C'est la fin de l'après-midi. Jean-Marc Césaire et son assistant préparent la projection de Ciné Woulé, ce soir en plein air à Mornalo. Si tu sens qu'il y a une aspérité, c'est qu'il y a un souci. Ciné Woulé, c'est une association, loi 1901, dont l'objectif
et de faire de l'éducation à l'image et d'apporter le cinéma là où on n'a pas l'habitude de le voir. C'est-à-dire qu'on est quand même un archipel, on est une île avec peu d'infrastructures cinématographiques. Toutes les salles sont concentrées sur les grandes villes, Pointe-à-Pitre, Basse-Terre, et puis quelques communes comme Moule et puis Lamentin, mais ailleurs, il n'y a pas de cinéma. Et puis c'est apporter aussi d'autres films aussi à la population guadeloupéenne, que les films hollywoodiens, blockbusters. Non pas que je sois contre ces films-là, mais je pense qu'il faut ouvrir l'éventail des films que l'on peut voir au cinéma. Et quand on est à la maison pour un film à la télévision, c'est pas la même chose que lorsqu'on est en plein air et que les gens se retrouvent et se parlent. C'est ça, il y a aussi la recherche de convivialité. Ce projet de salle itinérante existait depuis fort longtemps, bien avant que moi je naisse, et en fait je l'ai remis au goût du jour. Le cinéma est arrivé en Guadeloupe au début du XXe siècle, et dans les communes, il y avait des gens avec des projecteurs portables en 16 ou en 9,5 qui faisaient des projections sur des draps. Et ça se passait dans les années 50, 60. Et puis quand les salles se sont bien établies, on se cinéma itinérant un petit peu mort. Et là, avec l'explosion du multimédia et de la télévision, les salles meurent aussi, et donc nous on revient, tout simplement. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir patienté. Nous sommes prêts, L'Orgue et la morale. C'est un film de Kassovitz, extrêmement récent. Je ne crois pas qu'il soit encore sorti d'ailleurs en format vidéo. Donc quelque part en Guadeloupe, on a la chance de le voir ce soir ici à Morne-à-l'Eau, dans le cadre de l'opération Passeur d'images. C'est une opération nationale, figurez-vous. Bonne séance à vous. Ces images me reviennent en mémoire. Des souvenirs flous qui doucement se précisent. Je suis quand même un petit peu inquiet quand même pour le passage au numérique, quand même, parce que je crois que d'ici 2013, toutes les salles seront équipées en numérique. Et en termes de distribution pour signaler qu'il y a beaucoup de 35, on ne sait pas encore comment on va s'en sortir. Mais enfin, on s'est regroupé avec plusieurs salles indépendantes pour faire l'acquisition de projecteurs numériques en commun, ce qui diminuera les coûts. Et on a créé une association qui s'appelle l'APCAG, Association pour la promotion du cinéma art et essai en Guadeloupe. Et on espère qu'en étant en réseau, que la solution sera là, quoi. Je vous demande de prendre les mesures en prévision d'un assaut pour limiter les risques d'effusion de sang au minimum. Je vous remercie, monsieur. L'avenir du cinéma de l'outre-mer, il appartient à toute une nouvelle génération de cinéastes qu'on a vu fleurir ces dernières années. Ils font des courts-métrages ou des documentaires et préparent dès aujourd'hui le cinéma de demain. À chaque fois, c'est un regard et un univers singulier. Rencontre autour d'une génération. Elle, c'est Véronique. Alors, elle rêve ces histoires. Elle les imagine, elle les écrit sur le papier, elle les tourne, elle les réalise, elle les filme. Et puis, elle dit aussi, je suis fâchée, j'étais fâchée. Je suis fâchée. Et elle dit aussi, faut que nous vivions. Alors, elle a été la première à faire du stop, elle a été la première à porter des locks, elle a été la première à réussir la tarte aux poireaux. Et elle, c'est Fabienne, c'est ma sœur. Elle adore le bleu, elle aime les poupées, elle aime le soleil et elle adore danser. C'est une fourmi. Moi, j'aime pas le soleil, en fait. J'aime pas du tout le soleil, non. Elle aime pas le soleil, mais elle aime le bleu. C'est une vraie fourmi rouge, elle adore travailler, elle aime écrire. Elle a écrit quelques romans. Ses romans piquent, ses romans décapent la peau. Et elle fait également pas mal de films. On fait la même chose. On est réalisatrice. Le Marin, c'est la ville de nos parents. Donc le Marin, c'est pour nous le premier ancrage en Martinique, en terre martinique. Et donc c'est un bout de nous-mêmes qu'on a connu qu'en vacances, qu'en carte postale. Et c'est aussi à chaque fois finalement la première terre d'imagination, notre première source d'inspiration martiniquaise, je veux dire. C'est pour ça qu'on a choisi de faire l'interview ici. Tous les films qu'on a pu porter dans notre tête, c'est ici qu'ils sont nés. Après, on a élargi ça sur toute la Martinique et puis plus largement sur la Caraïbe. Mais c'est quand même ici que notre cinéma est né. Même si nos premiers films, La Noiraude et Ces Kilommes, ont pris naissance concrètement, matériellement, de l'autre côté, de l'autre bord, à Paris et puis à Brest. Mais les problématiques qu'ils portent, ce sont des problématiques purement antillaises, mais d'antillais de la diaspora, bien sûr. Il y a tant de façons d'être nègre.
Marron rebelle, viennègue, archaïque, assimilé, métis, intégré, désintégré, bounty, fonctionnaire, à la peau sauvée, black, à blanche, défrisé, décoloré, ou tout simplement noir. Moi, j'étais trop aliénée pour être africaine. Trop d'ici pour être de là-bas. Trop noire pour être de pure souche. Trop un peu de tout pour être tout à fait moi. Le petit public qu'on a pu avoir en Guadeloupe et aussi d'ailleurs en Martinique a été touché par cette parole de l'intérieur et cette parole de l'au-devant. Parce que soudain se rendant compte que ceux qu'ils voyaient débarquer depuis des décennies, on voyait débarquer autant des parents, par exemple, on voyait nos parents débarquer tout contents, tout propres sur eux, avec les costumes, tout allait bien en France. Donc ils disaient, ce sont des gens qui ont réussi. Et soudain, les parents, voire les petits-enfants de ces parents disent non. Non, il y a vraiment blesse, il y a traumatisme, parce que là-bas, on est minoré. Là-bas, nous sommes humiliés. Là-bas, nous avons été maltraités. Là-bas, nous avons été niés. Nous avons été dans le grand tout de Noir de France. On nous a mis cette étiquette-là. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire ne plus parler de ce qui fait mal. Je voudrais plus. Sound, sound, sound. Et aujourd'hui, ceux qui sont ici prennent conscience aussi des douleurs qui sont de l'autre banc. Alors ça veut dire que la vision n'est plus du tout ici, la vision qu'ont les Antillais d'ici sur les Antillais de là-bas n'est plus du tout exotisante. Elle est soudain, boum, quoi, c'est la réalité. Et donc c'est difficile de faire entendre ce discours-là qui est profondément intime, cette parole-là. C'est difficile de la faire entendre, de la faire respecter, parce qu'on vous renvoie toujours l'image de, non, écoutez, il n'y a pas de problème. Oui, vous êtes des Noirs, mais vous êtes de France. Et puis en plus, vous avez les papiers, donc vous faites des va-et-vient, il n'y a pas de problème. Donc c'est ça, je crois que c'était ça. Nous, on voulait parler de ces tragédies intimes et particulières, en fait, aux Antilles de France. Voilà. On utilise le matériau d'ici, le matériau de là-bas, la terre. Et on fait notre cuisine, on reconstitue ces terres-là. On les partage. En fait, on les partage. Je m'appelle Karine Gama, je suis réalisatrice, directeur photo en Guadeloupe. Karine Gama met la dernière main au film qu'elle vient de tourner, Sous papier. Sous papier, c'est la soupe traditionnelle de rassemblement de la Guadeloupe rurale. Un monde peu montré au cinéma jusqu'ici. Le but, c'était ça, de ne pas tout lisser pour faire un film guadeloupéen lissé, quoi. Je voulais qu'on sente la peau, la vieillesse. Je voulais qu'on sente que les mains sont salies. Moi, je voulais pas un monde propre. Dans la famille du court-métrage, Karine Gama est la Benjamine. Mais son parcours est déjà emblématique. Formée au cinéma aux États-Unis, elle décide de revenir en Guadeloupe pour travailler comme directrice de la photographie, puis se lance dans le court-métrage. Théo de Soupa remporte le prix OOA. C'est ainsi que le film a pu se faire. C'est son 3e film. Tour à tour réalisatrice et chef opératrice, c'est ainsi que Karine Gama conjugue sa passion pour ce métier et le travail sur les plateaux. Moi, j'aime la lumière parce que j'aime modifier les choses. Quelque chose peut être laid à l'œil nu, mais selon l'angle, c'est le côté artistique de la lumière qui me plaît. Et la technique, c'est juste un bonus. La technique, c'est le loisir, c'est de réparer, de baisser, d'avoir les mains dans les câbles. Ça, j'adore. Parmi les moyens-métrages les plus remarqués ces dernières années, il y a Beautiful, du Guyanais Serge Pelagi-Poyot. Akouma, moi, c'est Ciseaux. Bon, je ne suis pas là pour vous raconter une histoire. Les images ont l'avantage de faire ça mieux que moi. Et puis d'ailleurs, comment je pourrais vous raconter une histoire dont je ne connais franchement ni les aboutissants, ni les tenants, ni la fin, ni le milieu. Je suis juste dedans, c'est tout. Bon, enfin bref. Non, vraiment, moi ce qui m'intéresse, c'est de vous faire part d'une petite réflexion que je me suis faite tout à l'heure, là. Grâce à un style de narration particulièrement original, où Ciseaux, le héros du film, s'adresse directement à la caméra, Serge Poyot nous plonge dans une autre dimension. Celle d'un road movie fantastique où il nous parle de la présence des morts chez les vivants et de fantômes. Le tout est une ode à la poésie de Léon Gontran Damas, l'un des penseurs de la négritude. Si Le Gardien du réalisateur Fabrice Pierre nous emmène également dans l'univers du fantastique, c'est pour mieux le mêler à la tradition orale et aux contes philosophiques. L'enfant se retrouvait dans un paysage fantastique. Yémistikri. Le temps s'était arrêté là.
Il se trouvait dans un lieu qu'aucun être humain n'avait jamais vu. Au-delà des astres cosmiques, à la frontière du jour et de la nuit. Les nuages resplendissaient de lumières et de couleurs vives. L'imprudent avait traversé, par je ne sais quel moyen, cette dimension qui nous sépare du rêve. Welcome back on BF Station, live from the Freedom Islands. Stay hungry for the truth. Wired with all the quality communicators. The best is yet to come. Le réalisateur de Trafic d'infos, Jean-Luc Stanislas, partage, lui, son temps entre la Guadeloupe et New York, la grande ville de la diaspora. Il pratique une sorte de cinéma guérilla qu'il appelle Fap-Fap, vite vite en créole. Son principe, autoproduction et écriture en direct avec la caméra. C'est ainsi qu'il a suivi les graffeurs guadeloupéens du collectif 4KG lors d'un voyage initiatique à New York pour un retour aux sources de leur art et du mouvement hip-hop. Dans Trafic d'infos, c'est à la science-fiction qu'il fait appel pour décrire un monde où l'information est l'enjeu de tous les trafics. Non. Stanislas y développe une écriture originale, profondément créole, où il pratique le mélange et les rapprochements. Information contrôlée. S'il crée un monde nouveau, c'est pour mieux parler du sien. Un monde créole francophone qui englobe l'Europe et la France, certes, mais dont l'imaginaire et la culture sont enracinés dans un tout autre espace, celui des Amériques et des îles voisines de la Caraïbe. En Guadeloupe, actuellement, il y a une vraie dynamique de réalisation. Il y a de vraies idées, il y a de vrais, je dirais, réalisateurs qui soit sont formés ou soit qui sont formés sur le tas, mais en tout cas qui ont de super idées. Le mouvement est là, l'émulation est là, les personnes sont là, je dirais, les conditions de tournage, tout est requis pour pouvoir travailler et acter les choses. Il faudra arriver à faire des films guyanais par leur singularité, mais qui intéressent tout le monde, donc avec un propos universel, sans quoi on ne pourra pas les produire, on ne pourra pas les distribuer. Donc c'est aussi ça la gageure, c'est de faire des films entre guillemets guyanais, mais qui intéressent tout le monde. Il faut qu'on puisse parler depuis la Guadeloupe au monde entier, parce qu'on fait partie du monde. Donc je crois que les gens, quand ils disent qu'ils ont envie de se voir, ils n'ont pas envie de se voir dans leur propre ghetto, dans leurs propres espaces, ils ont envie de se voir dans le monde. Et c'est vrai que quand on voit même une Firmine Richard, Greg Germain, Jacques Martial et j'en passe, Alex Descas, pour parler de nos voisins, et bien d'autres, JJ Apadi, qui est à la fois métis ivoirien et guadeloupéen, quand on voit ces gens-là qui brillent de plus en plus sur les écrans, Lucien Jean-Baptiste, on se dit, tiens, là on peut commencer à avoir de l'empathie dans le cinéma français. Nous, jeunes réalisateurs martiniquais, guadeloupéens, c'est même bagaille, même bitin, on est en devoir de chercher notre langue, de fouiller notre terre comme on fouille les vignames. On est en devoir d'extraire véritablement la langue qui nous porterait, qui nous identifierait aux yeux du monde. Ce voyage serait incomplet si nous ne rendions ici hommage à un homme et à un lieu unique. La personne que nous avons choisi de mettre en lumière n'y est pas habituée. Athanase Dorival est projectionniste. Il exerce son métier dans un lieu historique, le cinéma L'Atlas des Anses d'Arlet, l'une des 2 dernières salles indépendantes de Martinique. Je m'appelle Athanase Dorival. Je suis propriétaire exploitant du cinéma Atlas. Depuis à l'âge de 12 ans, je suis entré en cabine. Aujourd'hui encore, à plus de 75 ans, Athanase prépare lui-même sa projection du soir. Toujours fidèle au poste, il a consacré plus de 60 ans de sa vie au cinéma. Depuis sa cabine, il a fait découvrir le 7e art à des milliers de Martiniquais. Il a aussi formé au métier de nombreux opérateurs de la région Caraïbe. Pendant des années, il travaillera à la fameuse salle paroissiale de Fort-de-France, le PAX. Pour des générations d'Antillais, le dimanche, c'était messe le matin et cinéma l'après-midi, sous l'œil vigilant du clergé. Athanase est la mémoire de cette époque. Il y a certains films qui sont mal cotés. Le patron me disait, je prépare le film, et le curé, il fallait visionner à 10h du matin. Il est assis là, et moi je suis en cabine. J'envoie mon film, et comme je suis déjà un petit peu au courant, je mets mes petits bouts de papier à côté.
Et s'il a un baiser ou un truc, une scène nue légèrement comme ça, il me sonne tic, 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 tic. Je connais déjà, j'ai vu ça. Je mets mes petits bouts de papier dans la fente de la bobine, c'est noté. Ouais. Et puis il me dit, Athanase, il faut me censurer ça, il faut couper ça. Alors, parce que le film passe à 18h. Quelquefois, je trichais. Je ne coupais pas. Tout, je laissais mon bout là-dedans. Et je gardais les autres bouts. Je gardais quand il fallait. Alors, quand il venait à la deuxième séance, il me dit, Athanase, tu as triché. Hein? Rien à faire, il fallait censurer ça. Je gardais tous les bouts et je les montais pour moi, je le passais. Quand j'ai vu le film Cinéma Paradiso, je dis, mais c'est pas vrai, c'est mon histoire. C'est exactement mon histoire. Les bouts de papier que Philippe Noiret mettait au milieu de la bobine pour couper, pour faire la censure. J'ai fait ça avant. Il est un peu moins de 20h et les spectateurs commencent à arriver. Voilà. Merci. Les habitués connaissent tous la ponctualité d'Athanase. Monsieur de Rival, parce que c'est Monsieur de Rival, mais nous on l'appelle Monsieur Athanase. Il a toujours été adorable. Bon, il est très ponctuel, il a ses petites habitudes. Il garde même les enfants. Quand les enfants sont au cinéma, il attend qu'on vienne les chercher. En tout cas, c'est une fierté pour les Anzalais parce qu'elle reste encore la seule salle de commune à fonctionner de manière régulière. Depuis des temps, moi j'ai 50 ans, j'ai toujours connu cette salle qui fonctionne avec 4 séances par semaine. Le cinéma, c'est ma passion, hein. C'est vraiment ma passion. Hein. Je vous dis, je ne sais pas comment me débarrasser.